Et l'information importante dont je vous parlais, c'est une dépêche de 9h24. Patrick Bruel est en garde à vue. Et c'est l'AFP qui a donné cette information. Patrick Bruel est en garde à vue et c'est le parquet de Nanterre qui a communiqué 9h24, ce qui explique effectivement que c'était une information qui avait été donnée avant par nos confrères d'RTL, mais la règle sur notre chaîne, c'est ne donner l'information que lorsqu'elle est vérifiée par, en l'occurrence, l'AFP. Donc c'est une information effectivement très importante et Sabrina Birlin viendra nous en parler sur ce plateau. Sabrina Birlin est venue parce qu'il y a une information, et je lis la deuxième dépêche de 9h35, le chanteur Patrick Bruel a été mis en garde à vue lundi matin dans le cadre d'une enquête pour violences sexuelles qui concerne à ce stade 13 victimes présumées, a indiqué le parquet de Nanterre dans un communiqué, confirmant une information de France Info. L'enquête en cours porte sur les faits dénoncés par 3 femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agression sexuelle et de tentative de viol 97-2001. Ça, c'est pas prescrit. Bonjour Sabrina. Bonjour. A priori, non. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, le parquet de Nanterre va interroger Patrick Bruel sur ces nouvelles accusations. Ils ne parleront donc pas à ce moment-là des accusations qu'a portées Flavie Flament ou encore d'autres faits. Il y avait 2 plaintes qui avaient été classées pour agression sexuelle qui avaient été classées sans suite. Celles-ci ne seraient pas abordées à ce moment-là. On parle de nouvelles accusations qui, comme vous venez de dire, datent pour des faits qui datent de 1997, 2000 et 2001. C'est sur ces nouveaux faits que le parquet de Nanterre a décidé de placer en garde à vue. Donc il est Patrick Bruel placé en garde à vue à la PJ, à la police judiciaire. Il va devoir répondre. Cette garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures, ça veut dire jusqu'à mercredi matin. Et à l'issue de cela, on verra s'il est remis en liberté ou s'il doit se présenter devant un magistrat. Et oui, parce que on peut s'inquiéter effectivement pour son sort judiciaire. Parce qu'il y a évidemment des témoins qui sont dehors, il y a possibilité qu'il puisse échanger avec ces témoins, forcément. Souvent, parfois, on est mis en détention pour cette raison. C'est une des raisons souvent qui est donnée, que celui qui est mis en cause ne puisse pas agir sur différents témoins, ou même réitérer ce qu'on lui reproche d'avoir fait. Il y a cela qui existe. Donc, en fait, que je dis là, c'est ce que la détention plane au-dessus de Patrick Bruel après cette garde à vue. Est-ce que c'est absolument inenvisageable ? Elle peut planer aussi s'il y a un risque de fuite éventuelle. Bon, moi, là-dessus, je ne me prononcerai pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a 13 plaintes qui sont regroupées toutes au parquet de Nanterre. Donc, c'est une grande affaire qui a quand même une sacrée ampleur. Donc, il va y avoir un travail colossal qui va être mené derrière. Avec les pressions que subissent aujourd'hui les magistrats, sans doute que ça ira plus vite dans d'autres affaires. En tout cas, c'est intéressant de voir que ça y est, maintenant, quelque chose s'est enclenché à travers cette première garde à vue. Georges Fenech, analyse. Si vous dites que les plaintes remontent jusqu'à 2001... 97. 97 et 2001, je rappelle que la prescription en matière criminelle, le viol étant un crime, c'est de 20 ans. Donc c'est prescrit. Même ces affaires pourraient être prescrites. Il y a aussi la prescription glissante. Ils vont essayer de voir si justement certaines affaires qui sont presque prescrites sur des faits similaires peuvent justement allonger ce délai pour pouvoir traiter certaines affaires qui auraient été prescrites dans d'autres cas. Donc à voir. À voir. Bon, évidemment, si vous avez des informations avant la fin de cette émission, vous viendrez nous les donner. On revient sur l'affaire Liana, si j'ose dire, avec cette émotion qui a été si présente tout le week-end. Reprendre les plaintes. Alors vous dites c'est impossible. Je voudrais qu'on voit le sujet de François Tsiskevitch. Un appel à la mobilisation générale. Interrogé ce dimanche, le ministre de la Justice a annoncé qu'il allait demander aux procureurs généraux de reprendre l'intégralité des plaintes touchant les enfants, viols et attouchements sexuels confondus d'ici au 14 juillet. Un travail titanesque qui représente environ 70 000 dossiers et qui va être piloté par Gérald Darmanin. On va prendre ressort par ressort toutes les plaintes. Et au 14 juillet, je vais les réunir à nouveau. Et moi, je ne partirai pas en vacances. Et il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances tant que je n'aurai pas vu un par un les procureurs généraux pour qu'on fasse le bilan de sa cour d'appel, qu'on voit ce qui manque, s'il y a des difficultés ici ou là, peut-être des problèmes avec le ministère de l'Intérieur, peut-être des problèmes d'experts parce qu'il manque des psys ou des médecins légistes. Il peut y avoir ce genre de problème. Ce n'est pas manifestement le cas dans l'affaire de Liana, mais je parle en général. Le ministre de la Justice assure également qu'il rendra public le rapport de l'inspection diligentée pour identifier les responsables des défaillances qui ont conduit à la mort de la jeune Liana.
Gérald Darmanin a d'ailleurs averti que des sanctions étaient possibles et prévues par la Constitution, pouvant aller jusqu'à la révocation. Le suspect du meurtre de Liana avait fait l'objet de plusieurs plaintes pour viol sur mineurs. 2 avaient été classées sans suite. Celle au cœur de la polémique concerne une autre collégienne pour laquelle Jérôme Barella n'avait pas été entendu au bout de plusieurs mois. Affaire de la justice, les étrangers, et il se trouve que j'en ai rencontré quelques-uns ce week-end, ils regardent la France en se disant mais c'est le pays malade, non pas de l'Europe, mais du monde. Ouais. Ils se disent mais qu'est-ce qui se passe chez vous ? Parce que cette administration qui fait ce qu'elle veut à l'hôpital, je l'ai dit, à l'école, la justice, vous avez un président de la République, bon. La difficulté économique, la difficulté sociale, la difficulté sociétale. Vous vous rendez compte, toutes les actualités que nous traitons la semaine dernière, c'est Paris qui est à feu et à sang. Vous savez comment ça s'appelle, ça ? La décadence. Voilà. C'est un pays en pleine décadence. Pas en déclin, en décadence. Décadence politique, décadence morale, décadence culturelle, décadence civilisationnelle, tout ce que vous voulez. Mais... Et c'est ça, vous avez parfaitement raison, mais en revanche, cette décadence-là, elle ne touche pas les médias. Non. C'est-à-dire que le politiquement correct, qui est le système qui est tenu par les médias, t'explique que c'est formidable, et au contraire caricature ceux qui parlent de ça. Exactement. C'est-à-dire que j'ai encore entendu ce matin Philippe de Villiers, qui a été remarquable, vendredi, comme toujours, mais qui se faisait attaquer ce matin par des éditorialistes sur ce qu'il avait dit. Parce que les gauchistes disent... Lorsque vous employez le mot décadence, vous êtes d'extrême droite. Vous pouvez parler de difficultés, de petits déclins, de mutations sociales, de tout ce que vous voulez, mais pas de décadence. C'est un terme fasciste. Et ces décadences sont incarnées, disons-le, par certains médias aussi, et on ne va pas les citer, mais et certains éditorialistes, bien sûr, qui sont les agents de la décadence. Exactement. Le système doit être global. Hein. Oui. Pour entretenir la décadence, il faut que le système soit global, parce qu'il faut qu'il y ait décadence et déni de la décadence. Mais en revanche, sur ce que vous disiez, c'est troublant quand même que ce mistigris de l'homme malade de l'Europe passe de pays en pays, et c'est nous qui avons le mistigris là maintenant. Oui. Ça a été l'Italie à un moment, l'Allemagne à un moment, l'Angleterre à un moment, maintenant c'est nous. Mais l'Italie, pardonnez-moi, elle s'est relevée avec Mélanie. Oui, mais je vous dis, c'est fini, Elle va c'est mieux. nous qui avons le mistigris. Elle va mieux, l'Italie. Parce qu'on nous attendait, on nous a promis le fascisme avec Mélanie. Bon, manifestement, ce n'est pas le cas. Non. Non, et à l'inverse, la presse étrangère, c'est très intéressant parce que, par exemple, pour décrire ce qui s'est passé à Paris, c'était parfois bien plus fidèle à la réalité que ce qu'on a pu lire dans les médias français. Et de la même manière, ils sont intéressés au canon français ces dernières heures dans la presse étrangère pour dire à quel point c'était une célébration des traditions françaises. Ils ne voyaient aucun problème, eux, dans ces événements. Bien sûr. En revanche, dans la presse française, si on peut tirer sur le canon français, on le fait. Et voilà. C'est là que ce pays est fou. C'est-à-dire que vous avez des médias qui sont en décalage, pas complet, mais qui sont en décalage avec la perception du plus grand nombre, et une petite classe médiatique. Effectivement, le canon français, c'est un exemple chimiquement pur. C'est-à-dire qu'il faut attaquer le canon français. Ouais. Les braves gens qui se réunissent pour chanter du Michel Delpech. Je sais bien qu'on les traite d'extrême droite, mais bon, tout ça est grotesque. Comment ? C'est la France-France, c'est ce qu'avait dit Libération après la cérémonie de... Mais j'entendais cet éditorialiste ce matin qui disait rance. Vous savez, il y a les mots, il y a le vocabulaire. Alors, elle parlait de Philippe de Villiers. Rance, nauséabonde, c'est toujours les mêmes mots. Vous voyez, donc une manière... Alors on se met du bon côté, hein. Et là on est sûr de... Alors, vraiment, il n'y a pas de souci. Aucun courage, aucune réflexion, rien du tout. Mais est-ce que vous n'entendez pas monter une petite musique ? Moi, quand on est une personnalité publique, les gens viennent volontiers vous parler. Là, le français de base, il commence à en avoir marre. Oui, je sens... Le discours a changé. C'est-à-dire que nous sommes des braves garçons, mais s'entendre dire toute la journée... que les traditions, c'est nauséabond, alors on est passé de « on doit disparaître » à « on n'a jamais existé ». Donc il y a un moment, le français de base, il dit « bon, les gars, on supporte encore un petit peu et ensuite on va changer de méthode ». Oui, mais il faut qu'un homme... des discours un peu violents maintenant. Oui, mais il faut qu'un homme politique porte... Exactement, mais s'il n'y a pas cette incarnation, je pense que les Français vont se débrouiller. Des gens comme messieurs Pigasse sont reçus en majesté sur les plateaux de télévision... C'est ça qui est formidable. Mais M. Pigasse, il représente les 10 000 lecteurs des Inrecuptibles. Donc voilà. Mais qu'il se présente à l'élection présidentielle. Je prie. Ça le démange. Hein. Mais je prie qu'il se présente. Je vous assure, je prie qu'il se présente. Il n'aura même pas les parrainages, de toute façon. Ah, mais alors je lui donne. je le parraine. Parce qu'il fera 1%. 1%. Et puis ce qui est intéressant aussi, parce que M. Pigasse, on parle beaucoup de sa vie professionnelle, on fait beaucoup parfois de portraits sur la vie privée des hommes de droite.
on rapporte effectivement comment ils se comportent dans la vie. Ça serait intéressant aussi d'avoir sur... Oui, je vous renvoie. Ça serait intéressant de savoir comment les gens se comportent. Je vous renvoie au travail de Paul Sugy dans le Figaro, une série d'enquêtes sur Mathieu Pigasse en trois volets. C'est très... Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça dit beaucoup, finalement. Tout fait sens. Mais d'ailleurs, tout fait sens de la manière dont se comporte avec ses employés, que sais-je. C'est très Le intéressant. rôle de la compagne. Oui, bien sûr, mais c'est très intéressant. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Et les bavures, alors les bavures judiciaires, on peut effectivement, ces dernières années, les compter. Et c'est un sujet de Alexis Prince. Une série de dysfonctionnements et de négligences dans l'appareil judiciaire et au bout du compte, une mort. Avant Liana, ce schéma tragique renvoie à d'autres affaires qui ont marqué les esprits. Le féminicide de Shahnez Daoud en 2021 apparaît symptomatique à bien des égards. Cette mère de famille de 31 ans avait été brûlée vive par son mari, qui faisait pourtant l'objet d'une mesure d'éloignement. Violentée depuis des années, la jeune femme avait déposé 2 plaintes et 4 mains courantes. Parmi les assassinats de mineurs, celui d'Elias, 14 ans, est lui aussi emblématique. L'adolescent a été tué à la machette par 2 autres jeunes, multirécidivistes, interdits d'entrer en contact et malgré tout laissés sans surveillance. Il est très difficile de pointer le doigt sur un problème, sur un magistrat, sur une personne. C'est la mécanique d'ensemble de la justice qui a dysfonctionné pour Elias, donc il y a 1 an à peine, et qui dysfonctionne là pour Liana, et à chaque fois avec des conséquences évidemment gravissimes. Cette situation vient remettre sur la table la question de la responsabilité des juges, très rarement sanctionnés en France pour des erreurs judiciaires. Ils ne peuvent pas savoir si les décisions qu'ils prennent sont toujours les bonnes. Et c'est une fonction un petit peu à part pour ça. En revanche, il n'est pas normal qu'effectivement, quand on regarde les décisions que rend le Conseil supérieur de la magistrature, les sanctions paraissent extrêmement légères par rapport à des faits qui peuvent être reprochés régulièrement. Depuis au moins 20 ans, aucune révocation de magistrat pour faute professionnelle n'a été observée. Bon, j'ai entendu ce matin que, évidemment, le garde des Sceaux a convoqué les procureurs généraux, représentants du ministère public au sein des 36 cours d'appel de Paris, à partir de 8h30. Hein. 8h30, c'est important. C'est de la com. 8h30, c'est sérieux. 10h, ça est moins sérieux. Mais 8h30, quand on convoque à 8h30, c'est important. Lundi matin, 8h30. Lundi matin, 8h30, non, ils vous sourient. Mais non, mais comme à l'école, 8h30. Pour être sûr qu'on en parle à l'heure des pros. Non, mais moi, tout fait sens. Donc 8h30, c'est sérieux. Et alors, j'ai vu que quelqu'un a dit « La colère est très mauvaise conseillère, prévient le président de la conférence nationale des procureurs ». Il sonne quand même que le boulet, là. Mais là, la colère, c'est bon. Mais comme la colère est mauvaise conseillère, mais tout est mauvaise conseillée. C'est-à-dire que si t'agis pas là, t'agis jamais. Donc, bon, ils veulent que rien ne change. Non, mais ils doivent pas être très angoissés. Non, ils vont faire le gros dos. Oui, ça va passer. Mais il a pas le droit, il peut pas virer. Hein. Le ministre de l'Intérieur peut virer les préfets, mais on est d'accord que le ministre de la Justice peut pas virer un procureur. Il peut le déplacer, en théorie. Il peut le déplacer, pas le virer, comme vous dites, pas le révoquer. Révoquer, ce serait une sanction. Il peut le déplacer quand même. Administrative par une section. Qu'est-ce que vous appelez déplacer? Il peut dire tu étais à Nantes et tu vas à Marseille. Il peut le muter, mais cette mutation, elle peut être contestée. Bon, oui, il peut le muter, par exemple, dans des. Alors, je vais pas citer de ville parce qu'après on va venir. Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Ah oui, tiens, Saint-Pierre-et-Miquelon. Il peut le muter à Saint-Pierre-et-Miquelon? N'insultez pas Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez raison. Non, mais ils ont besoin de. Mais au contraire, ça serait bon. Il y a un procureur général à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais qu'est-ce que vous appelez déplacer? La mutation dans l'intérêt du service. Voilà. Il y a eu un gros problème dans une cour d'appel. On peut estimer que le procureur général n'a pas été à la hauteur, etc. Bon. Sans attendre une éventuelle, parce que ça, les sanctions disciplinaires, ça ne marche pas. On sait très bien. Il peut ordonner la mutation, mais c'est très rare. C'est la sanction qu'avait eue M. Burgot. Il avait été muté au parquet de Paris. Voilà. Bon, et qu'est-ce qu'il fait, M. Burgot, vous le savez aujourd'hui? À l'époque, il était à l'exécution des peines au parquet de Paris, mais il continue sa carrière et il a le soutien de toute la magistrature. Et même, j'ai su que l'École nationale de magistrature, à l'époque de l'affaire Dufaux, avait envisagé de s'appeler par le nom Burgot. Vous voyez, le soutien. Oui, d'accord. Mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est magnifique. Ben oui, il y a tout de suite, on sort les griffes. Et là, M. Darmanin, je lui souhaite du plaisir parce qu'il va provoquer une réaction très vive. Alors, ce qui est vrai, parce qu'on a été à charge tout à l'heure sur les magistrats, mais parfois, moi je me souviens avoir eu un échange formidable avec le procureur de Meaux,
dont j'oublie le nom, mais vraiment, c'est un homme de très grande qualité. Et il disait, voilà, j'ai 15 magistrats en Allemagne, sur le même territoire, il y en aurait 35. C'est vrai. Bon, de mémoire, C'est du simple au quadruple sur la moyenne européenne. Exactement. La moyenne, nombre de magistrats en moyenne pour 100 000 habitants en France, c'est 11,3. En Allemagne, c'est 24,7. Mais c'est aussi la politique depuis 40 ans où on a redistribué, on a fait du social. Le juge d'application des peines, par exemple, on pourrait... On a fait du social et pas de régalien. On On a fait du social et pas de régalien.